Le soir de février de l'année 2015 était anodin, comme 1000 autres soirs. Sarah Mitchell était assise dans son petit appartement à Newcastle, faisant défiler son fil d'actualité Facebook tout en buvant une tasse de thé. Le temps dehors était typique de la côte anglaise de la mer du Nord, froid, gris et inhospitalier. Le chauffage sifflait doucement, et le bruit étouffé de la circulation filtrait à travers la vitre à double vitrage. Sarah avait 29 ans et travaillait dans le service des ressources humaines d'une entreprise de taille moyenne dans le centre-ville. Sa vie était structurée, agréable, prévisible. Elle était satisfaite de son poste, avait un cercle d'amis stable et entretenait des relations étroites avec ses parents et ses frères et sœurs. Rien n'indiquait qu'une simple notification sur son smartphone marquerait le début d'une histoire qui allait tout changer, une histoire qui se terminerait par une souffrance inimaginable. La demande provenait d'un profil nommé Rajesh Malhotra. La photo de profil montrait un homme séduisant en uniforme militaire vert, regardant l'appareil photo avec assurance et directement. Ses traits étaient marqués, son sourire semblait sincère et inspirait confiance. Selon les informations de son profil, il avait 27 ans et travaillait comme soldat dans l'armée britannique. Sa chronologie était remplie de photos de camaraderie, de photos de déploiement à l'étranger et de citations philosophiques occasionnelles sur l'honneur, la loyauté et la persévérance. Sarah n'avait aucun lien connu avec cet homme. Il ne se connaissait ni de l'école, ni du travail, ni d'aucune activité sportive ou culturelle. Cela rendait la demande intéressante en soi. Elle a brièvement envisagé de la refuser, une précaution standard que de nombreuses femmes prenaient à l'époque avec des contacts inconnus. Mais ensuite, elle a lu le message qu'il avait joint. Il a écrit qu'il l'avait trouvé grâce à des amis communs. Il était tombé sur une photo d'elle, prise en Écosse, une image où elle riait devant un paysage de montagne pittoresque. Il a dit qu'il avait trouvé la photo magnifique et qu'il voulait simplement faire sa connaissance. Le message était formulé poliment, pas insistant, pas trop personnel. Il semblait sincère. Sarah a haussé les épaules et a accepté la demande. Elle n'avait aucune idée que cette seule décision, ce geste irréfléchi du doigt sur la souris de l'ordinateur, allait déclencher un processus qu'il ne serait plus possible d'arrêter. Le premier message que Rajesh lui a envoyé était tout aussi poli et réfléchi que la demande elle-même. Il s'est présenté, lui a parlé un peu de lui, que ses parents avaient émigré de l'Inde en Grande-Bretagne, qu'il avait grandi entre deux cultures, que sa carrière militaire comptait beaucoup pour lui. Il lui a posé des questions sur sa vie, son travail, ses centres d'intérêt. Il semblait non seulement poli, mais sincèrement intéressé. Il posait des questions qui allaient au-delà des bavardages superficiels. Il voulait savoir ce qui la motivait, ce qui la rendait heureuse, quels étaient ses rêves. Sarah a répondu d'abord par pure politesse, puis avec un intérêt croissant. C'était rafraîchissant d'écrire à quelqu'un qui ne faisait pas seulement des compliments superficiels, mais montrait une curiosité véritable. En quelques semaines, les messages occasionnels sur Facebook se sont transformés en conversations quotidiennes. Rajesh, ou simplement Raj, comme il s'appelait lui-même, lui écrivait le matin quand il se réveillait et tard le soir avant de s'endormir. Il partageait avec elle de petits moments de sa journée, une photo de son petit déjeuner, une anecdote amusante de la base militaire, une réflexion philosophique qui lui était venue à l'esprit. Sarah se surprenait à lire ces messages avec une attention particulière. Elle attendait ces messages. Elle réfléchissait à ce qu'elle pourrait répondre pour que cela paraisse spirituel, intelligent ou du moins intéressant. Cette communication numérique est devenue le moment fort de sa journée. Au travail, elle regardait son téléphone en cachette lorsque ses supérieurs ne la regardaient pas. Le soir, elle veillait plus tard qu'elle n'aurait dû, juste pour discuter un peu plus avec Raj. La communication n'était pas exclusivement superficielle. Raj partageait avec elle des pensées plus profondes. Il parlait de sa relation avec ses parents, que sa mère était contrôlante, que son père semblait émotionnellement distant. Il décrivait comment ces dynamiques familiales avaient façonné sa confiance dans les relations.
Il s'ouvrait d'une manière que Sarah percevait initialement comme un signe d'authenticité et de maturité émotionnelle. Un homme capable d'exprimer ses sentiments était à ses yeux quelque chose de spécial, quelque chose qui lui avait manqué dans ses relations précédentes. En retour, Sarah a partagé sa propre histoire avec lui. Elle lui a parlé de son enfance dans un petit village du Northumberland, de son amour pour la musique, de ses rêves de maîtriser sa carrière dans les ressources humaines, peut-être d'accéder un jour à la direction. Elle lui a parlé de sa famille, de sa meilleure amie Emma, de ses hobbies et de ses passions. Avec chaque détail qu'elle partageait, le lien émotionnel avec cet inconnu virtuel se sentait plus fort. En mars 2015, Raj a suggéré qu'ils se rencontrent en personne. La suggestion est arrivée après environ 2 mois de communication numérique intense. Sarah était nerveuse lorsqu'elle a accepté l'invitation. Il y avait toujours un certain risque à rencontrer quelqu'un que l'on ne connaissait que par Internet. Mais en même temps, cela lui semblait juste. Ils avaient tellement partagé, tellement révélé sur eux-mêmes, qu'il semblait surréaliste de ne pas se connaître en personne. Ils ont convenu de se rencontrer un samedi après-midi à Newcastle, dans un café confortable du centre-ville, non loin de son appartement. Sarah a choisi délibérément un lieu public, une précaution inconsciente. Elle a dit à sa meilleure amie Emma où elle irait et avec qui. Elle faisait confiance à son instinct, mais elle n'était pas imprudente. Lorsque Sarah est entrée dans le café, Raj était déjà là. Il était assis à une table près de la fenêtre, un café devant lui, regardant la rue mouillée par la pluie. Quand il l'a remarqué, il s'est immédiatement levé et a souri. C'était le même sourire qu'elle connaissait de ses photos Facebook, mais en personne, il semblait en quelque sorte plus intense, plus direct. Il l'a serrée chaleureusement dans ses bras, peut-être un peu trop chaleureusement, et a tiré sa chaise avant qu'elle ne s'assoie. Un geste à l'ancienne qui l'a touchée. Les premières minutes ont été marquées par une légère timidité. C'était étrange de rencontrer quelqu'un en face à face pour la première fois après avoir passé tant de temps à se parler en ligne. Mais ils ont rapidement retrouvé le rythme familier de leur conversation numérique. Raj était attentif, poli et engagé. Il écoutait activement Sarah, non pas seulement entendre, mais vraiment écouter. Contact visuel, pas de téléphone, concentration totale. Il riait de ses blagues, posait des questions profondes et partageait des anecdotes de sa vie qui la faisaient rire. Après le café, il a suggéré une promenade. Ils ont déambulé dans les rues de Newcastle, parlant d'art, de politique, de leurs objectifs de vie et de leurs rêves. Les heures ont filé. Alors que le soir tombait et que les lampadaires commençaient à clignoter, Raj a accompagné Sarah jusqu'à l'arrêt de bus. Ils se tenaient l'un en face de l'autre, un peu indécis sur la manière de mettre fin à cet après-midi mémorable. Raj s'est penché et l'a serré doucement dans ses bras, un long moment intense qui a semblé être une promesse pour Sarah. « J'aimerais te revoir », dit-il doucement. Sarah a souri. « Moi aussi », a-t-elle répondu. À ce moment-là, Sarah ne pouvait pas savoir que cette soirée serait le tournant de sa vie. Elle ne pouvait pas savoir que l'homme charmant, attentionné et émotif qu'elle venait de rencontrer allait transformer les mois à venir en un cauchemar. Elle ne pouvait pas deviner que cet homme, ce charmant soldat au sourire vulnérable, était déjà profondément empêtré dans des schémas qui menaient à la destruction. La première nuit après son retour à la maison, Sarah n'a pas pu dormir. Elle était allongée dans son lit, pensant à Raj, à ses yeux, à son rire, à la façon dont il l'avait regardée. Elle se sentait vivante, aimée et vue, exactement comme dans ces films romantiques qu'elle regardait adolescente. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle venait d'atteindre un point de non-retour. Voulez-vous que je continue avec le 2e chapitre? J'ai terminé le 1er chapitre et j'attends votre confirmation. Dans les semaines qui ont suivi, Sarah et Raj se sont vus régulièrement. Ils faisaient la navette entre sa base militaire à Édimbourg et Newcastle, et chaque fois qu'il avait du temps libre, il se rendait chez elle. Ils sortaient dîner ensemble dans de petits restaurants italiens, assistaient à des concerts d'artistes locaux et passaient de longs week-ends à randonner dans les montagnes du Northumberland. Pour Sarah,
Tout ressemblait à une romance de film, intense, passionnée, excitante, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Raj était romantique à l'ancienne, d'une manière qui semblait venir d'une autre époque. Il lui apportait des fleurs, des lettres manuscrites qu'il glissait dans la boîte aux lettres de son appartement. Il planifiait des surprises, un pique-nique dans un endroit isolé, des billets pour un théâtre qu'elle avait mentionné. Il l'appelait « ma belle »,« mon trésor », la couvrait de compliments. Il prêtait attention aux moindres détails. Il se souvenait qu'elle aimait le café d'une marque très spécifique, qu'elle avait un auteur préféré en particulier, qu'elle avait le vertige, mais adorait les randonnées en montagne. Ses amis, en particulier sa meilleure amie Emma, ont immédiatement remarqué le changement. Sarah semblait plus heureuse, plus vibrante, comme si un interrupteur avait été actionné en elle. Elle parlait constamment de Raj, montrait des photos de leurs activités communes, s'extasiait sur son attention et ses soins. « Il est différent », disait-elle à Emma. « Il me traite comme si j'étais la personne la plus importante du monde. » Emma était heureuse pour Sarah, mais il y avait quelque chose en elle, un sentiment indéfini qu'elle ne pouvait pas vraiment décrire. Peut-être était-ce trop rapide, tout semblait se développer trop vite. Seulement 3 mois après leur première rencontre, Raj a donné à Sarah une clé de son appartement à Édimbourg. « Je veux que tu te sentes chez toi », dit-il en lui tendant une clé en argent. « Je veux que tu aies toujours un endroit où tu es la bienvenue. » Sarah était touchée. La clé symbolisait la confiance, l'engagement, la promesse d'un avenir commun. Elle a commencé à passer les week-ends chez lui. Elle a rencontré ses amis de l'armée, de jeunes hommes dans la vingtaine et la trentaine qui semblaient apprécier Raj. Elle est devenue partie de sa vie à Édimbourg, a appris ses routines, son pub préféré, le parc où il aimait courir. Mais c'est précisément à ce stade, alors que Sarah se sentait de plus en plus en sécurité, de plus en plus investie dans la relation, que les premières fissures subtiles dans la façade parfaite ont commencé à apparaître. Elles étaient subtiles, faciles à ignorer, faciles à interpréter comme autre chose. Cela a commencé par des questions. Raj demandait de plus en plus souvent avec qui Sarah passait son temps quand ils n'étaient pas ensemble. Les questions étaient inoffensives au début. « Avec qui étais-tu à midi aujourd'hui? Était-ce cette collègue dont tu as parlé ?» Puis elles sont devenues plus spécifiques. « Qui était ce type sur la photo que ton ami a postée sur Instagram? L'homme à côté de toi, qui est-ce ?» Au début, Sarah prenait ces questions comme un signe de sa profonde affection. Il s'intéressait simplement intensément à sa vie. C'était affectueux, pas contrôlant. Mais les questions sont devenues plus fréquentes, plus urgentes. Si Sarah ne répondait pas immédiatement, un message suivait l'autre. « Tu es fâché contre moi? Pourquoi ne réponds-tu pas? Tu es avec quelqu'un d'autre ?» Sarah a essayé de rassurer Raj. Elle a expliqué qu'elle était occupée au travail, qu'elle avait des amis qu'elle rencontrait, qu'elle avait aussi besoin de temps pour elle-même. Chaque fois, Raj s'excusait abondamment. « Je suis tellement désolé, chérie. Je m'inquiète juste pour toi. J'ai peur de te perdre. Cela me détruirait si tu me quittais. » Ses excuses étaient si sincères, ses explications si émotionnelles que Sarah lui pardonnait. Elle attribuait son comportement à son enfance difficile. Il lui avait raconté que ses parents avaient un mariage compliqué, qu'il avait souvent été témoin de disputes et de froideur émotionnelle enfant. Ce manque de sécurité émotionnelle dans son passé expliquait peut-être son besoin actuel. Peut-être avait-il simplement besoin de réassurance et de confirmation qu'il était aimé. Peut-être avait-il juste besoin de temps pour apprendre à faire confiance à Sarah. En juin, la situation a réellement dégénéré pour la première fois. Sarah avait été invitée à la fête d'anniversaire d'une collègue. Elle avait prévenu Raj qu'elle rentrerait tard. La soirée était agréable. Musique, rire, danse dans un club du centre-ville. Sarah appréciait la compagnie de ses collègues. Elle se sentait libre et vivante. Vers minuit, elle a regardé son téléphone. 52 appels manqués, 78 messages. Ses mains ont commencé à trembler en les faisant défiler. Les premiers étaient inquiets. « Tu vas bien? Pourquoi tu ne réponds pas ?» Puis ils sont devenus accusateurs. « Tu m'ignores délibérément. Je vois que tu es en ligne. À qui écris-tu ?
Les derniers messages étaient désespérés, presque hystériques. « S'il te plaît, Emma, parle-moi. Je ne peux pas supporter ça. S'il te plaît, réponds-moi. » Sarah était choquée. Elle a appelé Raj immédiatement. Il a répondu à la première sonnerie, sa voix se brisant en parlant. « Où étais-tu ? J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'ai cru que tu étais avec un autre homme. Comment as-tu pu me faire ça ?» Sarah a passé l'heure suivante à calmer Raj, à lui assurer qu'elle l'aimait, qu'elle avait juste passé du temps avec des collègues. Finalement, il s'est calmé, s'est excusé à nouveau et a promis que cela ne se reproduirait plus. « Je t'aime tellement », a-t-il dit. « L'idée que je puisse te perdre me rend fou. » Sarah a raconté l'incident à son amie Emma le lendemain. La réaction d'Emma a été vive et immédiatement critique. « Ce n'est pas normal, Sarah. 52 appels ? C'est du contrôle, c'est un signal d'alarme. » Mais Sarah a défendu Raj. « Il a eu une journée difficile, il est juste inquiet. C'est un signe de combien il m'aime. » Emma a secoué la tête mais n'a rien dit de plus. Elle ne voulait pas faire pression sur son amie, mais elle ne pouvait pas cacher son inquiétude. Ce que Sarah ne savait pas, ou peut-être réprimait, c'est que ce moment, cette première explosion incontrôlée, marquait un schéma qui se répéterait encore et encore dans les mois à venir. Le contrôle ne diminuerait pas, il augmenterait. Voulez-vous que je continue avec le 3e chapitre ? Juillet 2015 a marqué un tournant dans la relation de Sarah et Raj. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour romantique s'est transformé lentement mais sûrement en quelque chose de troublant. Les appels contrôlants, que Sarah avait initialement interprétés comme un signe de la profonde affection de Raj, sont devenus un fardeau quotidien, la nouvelle normalité de son existence. Raj ne l'appelait plus seulement 2 fois par jour. C'était maintenant 6, parfois 8 appels, le matin avant qu'elle n'aille au travail, à midi pendant sa pause, l'après-midi lorsqu'elle était au bureau, le soir lorsqu'elle rentrait à la maison et encore tard le soir avant qu'elle ne s'endorme. Chaque fois, il voulait savoir « Où es-tu en ce moment ? À qui parles-tu ? Que fais-tu à cet instant ?» Les questions étaient toujours les mêmes, mais le ton était différent, parfois tendre, parfois exigeant, parfois accusateur. Sarah a d'abord essayé de rester patiente. Elle répondait consciencieusement à ses questions, lui assurait son amour, expliquait son emploi du temps quotidien dans les moindres détails. Elle pensait que si elle lui donnait suffisamment de transparence, si elle pouvait juste lui montrer qu'elle ne faisait rien de mal, il se calmerait. Mais plus elle lui donnait, plus il semblait en avoir besoin. C'était comme un gouffre sans fin. Plus on y jetait, plus il devenait profond. Il était impossible de combler ce vide un jour. Si Sarah ne répondait pas au téléphone immédiatement, si elle était occupée ou avait simplement manqué l'appel, des messages l'attendaient déjà. « Pourquoi m'ignores-tu ? Tu es avec un autre homme ? Je sais que tu mens. S'il te plaît, dis-moi la vérité. » Ces messages arrivaient en succession rapide, l'un après l'autre, un bombardement de soupçons et de questions qui maintenait Sarah dans un état constant de justification. Au travail, les collègues de Sarah ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Ils voyaient Sarah regarder constamment son téléphone, téléphoner dehors, pendant sa pause déjeuner, parfois avec des larmes aux yeux. Un collègue nommé Daniel a essayé de l'aborder une fois à la cafétéria. « Sarah, ça va ? Tu as l'air un peu tendue ces dernières semaines. » Sarah a tressailli, a rougi et a assuré que tout allait bien. Elle avait honte d'admettre ce qui se passait réellement. Sa supérieure, une femme nommée Mademoiselle Patterson, lui a parlé directement un après-midi. « Sarah, puis-je te parler un instant ?» Elle a fermé la porte du bureau derrière elle. « J'ai remarqué que tu as l'air très tendue ces derniers temps. Ton travail est toujours excellent, mais je m'inquiète pour toi. Tout va bien ?» Sarah a forcé un sourire et a assuré que tout allait bien. Comment pouvait-elle expliquer ce qui se passait sans paraître faible ou stupide? Plus tard dans le mois, Raj a développé une nouvelle obsession, les réseaux sociaux de Sarah. Il a commencé à surveiller constamment son Instagram et Facebook. Si elle publiait une photo, il exigeait de savoir quand et où elle avait été prise, qui était derrière l'appareil photo, qui d'autre était présent.
Si un collègue masculin commentait l'une de ses publications, Raj piquait une colère. Elle a posté une photo inoffensive d'elle-même pendant sa pause déjeuner. Et Daniel, un collègue marié de la comptabilité avec 2 enfants, a écrit un commentaire court et poli. On dirait une belle journée. Raj a immédiatement écrit à Sarah « Qui est Daniel? Pourquoi te fait-il des compliments? Que se passe-t-il entre vous deux ?» Sarah a alors dû expliquer en détail que Daniel venait de la comptabilité, était marié et avait 2 enfants. Mais Raj ne l'a pas cru. Il a insisté pour qu'elle bloque Daniel sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. D'abord Instagram, puis Facebook, puis LinkedIn. Sarah ne voulait pas, mais elle ne voulait pas non plus déclencher une nouvelle crise. Elle a fait ce qu'il a exigé. Pendant cette période, Sarah a également remarqué que Raj n'aimait de moins en moins qu'elle passe du temps avec sa meilleure amie Emma. « Je ne l'aime pas », a-t-il dit une fois après que Sarah a mentionné qu'elles allaient faire du shopping. « Elle ne m'aime pas, elle essaie de nous séparer. Je le vois, elle m'envie ton attention. » Sarah a défendu Emma, mais Raj a répété l'accusation encore et encore, jusqu'à ce que Sarah commence à voir Emma moins souvent, juste pour éviter les disputes. La situation s'est également compliquée avec ses collègues de travail. Raj n'aimait pas que Sarah passe sa pause déjeuner avec eux. « Tu n'as pas besoin d'autres amis, » a-t-il dit. « Tu m'as. Pourquoi as-tu besoin d'autres personnes ?» C'était une question à laquelle Sarah ne pouvait pas répondre correctement. La réponse logique, que les gens avaient besoin de différents types de relations, que les amitiés répondaient à différents besoins, ne faisait qu'entraîner des disputes encore plus intenses. Même sa famille est devenue un sujet du contrôle de Raj. Il n'aimait pas que Sarah rende visite à ses parents. « Ta mère dit du mal de moi », a-t-il dit. « Je le sens. Elle pense que je ne suis pas assez bien pour toi. Ton père me regarde comme s'il me détestait. » Sarah lui a assuré que ce n'était pas vrai, mais Raj est resté têtu. Cette plainte concernant sa famille a conduit Sarah à annuler les visites plus souvent. Lentement mais sûrement, Raj était en train d'isoler Sarah de son environnement social. Pas par des ordres directs, c'était plus subtil que cela. C'était par des critiques constantes, des accusations, la création de crises émotionnelles que Sarah ne pouvait apaiser qu'en réduisant le contact avec les personnes en question. C'était un jeu psychologique, très habilement joué. Sarah a commencé à filtrer ses décisions entièrement à travers les réactions de Raj. Devrait-elle aller faire des courses après le travail? Alors elle devait demander à Raj au préalable. Voulait-elle rendre visite à sa sœur le week-end? Raj s'y opposerait, dirait qu'il se sentait seul et sans importance. Prévoyait-elle d'aller chez le coiffeur? Alors Raj demandait pourquoi elle voulait s'embellir et pour qui. Ces questions n'étaient jamais neutres. Elles étaient pleines d'accusations, pleines de reproches tacites. C'était comme une forme d'assignation à résidence, sauf qu'il n'y avait pas de barreaux ni de murs. Les murs de la prison étaient émotionnels, invisibles, mais tout aussi réels. Sarah se sentait piégée, comme si chaque décision devait passer par le filtre mental de Raj avant qu'elle ne puisse la prendre. Elle se retrouvait à filtrer ses pensées, à limiter ses actions, toujours attentive à ne pas lui déplaire. En septembre, Sarah a vécu un nouveau moment de choc. Raj est apparu chez elle de manière totalement inappropriée, en milieu de semaine, sans préavis. Sarah est rentrée du travail et l'a trouvée debout sur le pas de sa porte d'appartement. Elle a été surprise. « Raj, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais à la base militaire à Édimbourg. » Son visage avait une expression étrange, pas exactement un sourire, mais pas entièrement neutre non plus. « Je voulais te faire une surprise, » a-t-il dit. « J'ai été libéré plus tôt. » Il l'a serrée dans ses bras, mais l'étreinte n'était pas tendre. Elle était possessive, intense. Au cours de la soirée, il est rapidement devenu clair que ce n'était pas une surprise romantique. Raj l'a interrogée sur sa semaine. Il voulait savoir pourquoi elle n'avait pas répondu au téléphone mardi.
Pourquoi elle était rentrée 1 heure plus tard que d'habitude, mercredi? J'avais une réunion, a expliqué Sarah. Je t'ai dit qu'il y aurait une réunion importante avec la direction. Raj a secoué la tête. Tu as dit que la réunion était à 17 heures, mais tu n'es rentré qu'à 19 heures. Où étais-tu vraiment? Sarah était sidérée. Il avait vérifié ses heures, suivi ses mouvements. Elle ne comprenait pas comment il avait fait, mais à ce moment-là, elle a ressenti un nouveau niveau de peur. La réunion a duré plus longtemps, a-t-elle dit. Et puis, il y avait des embouteillages. C'est tout, Raj. Mais il ne l'a pas cru. Il a exigé qu'elle lui donne son téléphone pour qu'il puisse lire ses messages, vérifier son historique d'appels. Sarah a voulu protester. C'était sa vie privée, mais elle avait peur de ce qui se passerait si elle refusait. Elle lui a donné le téléphone. Ses visites inopinées sont devenues une habitude. Parfois Raj venait en milieu de semaine, parfois le week-end. Il se présentait sur son lieu de travail, soi-disant juste pour dire bonjour, comme il le prétendait. Mais si Sarah était occupée, si elle était en conversation avec des collègues, il devenait impatient, parfois même hostile. Voulez-vous que je continue avec le 4e chapitre? Fin septembre, Sarah avait atteint un point où elle ne savait plus où finissait l'amour et où commençait la captivité. Elle aimait toujours Raj, ou du moins, elle aimait l'idée de lui, l'homme qu'elle pensait connaître avant que tout ne commence. Mais cette personne n'existait plus, ou peut-être n'avait-il jamais existé. Peut-être que tout n'avait été qu'une illusion soigneusement construite, et Sarah avait simplement été trop aveuglée pour le voir. La situation en était arrivée à ce point. Raj exigeait maintenant que Sarah lui envoie son emploi du temps pour le lendemain tous les soirs. « Je veux juste savoir où tu es pour ta sécurité », disait-il. Sarah se sentait comme une prisonnière qui devait rendre compte à son gardien. Ses journées ressemblaient à une liste détaillée. 7 heures, se lever, se doucher, prendre le petit déjeuner. 8 heures, conduire au travail. 9 heures, 17 heures, travailler au bureau. 17h30, rentrer à la maison. 19 heures, préparer et dîner. 21 heures, prête pour son appel. Si Sarah s'écartait de ce plan ne serait-ce que de 15 minutes, si, par exemple, elle rentrait à la maison 5 minutes en retard à cause des embouteillages, les messages de Raj explosaient. « Tu devrais être à la maison à 17h30. Il est maintenant 17h35. Où es-tu » Alors Sarah devait expliquer les embouteillages, une réunion retardée ou un court arrêt au supermarché. Chaque explication était remise en question. Chaque détail vérifié. Quel supermarché? Envoie-moi le reçu de caisse. C'était absurde et humiliant à la fois. Sarah aurait dû se rebeller. Une partie d'elle savait que ce n'était pas normal. Mais une autre partie, celle épuisée par des mois de manipulation, se sentait impuissante. Elle était trop fatiguée pour se battre. Mi-octobre, Sarah a vécu un nouveau moment de choc. Elle avait une collègue nommée Jennifer qui travaillait dans le même bâtiment. Les deux n'étaient pas des amis proches, mais elles s'entendaient bien et bavardaient occasionnellement pendant la pause déjeuner sur des choses quotidiennes. Leurs projets de week-end, leurs séries préférées, la mode. Jennifer était gentille, simple, et Sarah appréciait ses conversations superficielles et sans complications qui n'avaient rien à voir avec Raj. Un jour, Jennifer a invité Sarah à sa fête d'anniversaire. « Ça va être assez déchaîné », a ri Jennifer. « Samedi à Vintryl dans mon appartement. J'espère que tu viendras. » Sarah a accepté l'invitation sans trop y penser. Ce n'était qu'une fête entre collègues, rien de grave. Elle n'a pas pensé que cela pourrait être un problème. Mais quand elle en a parlé à Raj, son visage s'est assombri. Une fête? Avec qui? Y aura-t-il des hommes là-bas? Les questions sont venues rapidement, et Sarah a déjà senti la tension monter. Raj, ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Bien sûr qu'il y aura des hommes. Le petit ami de Jennifer, quelques collègues. C'est inoffensif. Elle a essayé de paraître légère, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je ne l'autorise pas », a simplement dit Raj. Sa voix était calme, mais les mots étaient un ordre clair. « Tu n'iras pas à une fête sans moi. »
Sarah a ressenti un moment de rébellion, un moment où elle a voulu se lever, élever la voix. « Tu ne m'autorises pas, Raj. Tu n'es pas mon père. Je suis une femme adulte. Je peux prendre mes propres décisions. » C'était une faible tentative de rébellion, mais une tentative néanmoins. La dispute qui a suivi a été intense. Raj a conduit jusqu'à Newcastle pendant que Sarah était au travail et l'a attendue devant son bureau. Quand elle est sortie, il était là, le visage plein de colère refoulé. « Nous devons parler », a-t-il dit. Ils sont rentrés à la maison et la dispute a dégénéré. Il a menacé de venir à Newcastle et de régler ça lui-même. Il a soutenu qu'un homme à la fête pourrait s'intéresser à Sarah, qu'elle était trop naïve, trop confiante. « Si tu vas à cette fête, c'est fini entre nous », a-t-il dit. « Je ne peux pas supporter de t'imaginer traîner avec d'autres hommes, boire de l'alcool, peut-être même danser. Ça me brise le cœur. » Sarah affaiblit. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de blesser Raj. Elle l'aimait. Il ne pouvait pas simplement abandonner après avoir traversé tant de choses ensemble. Finalement, elle a cédé et a annulé avec Jennifer. Elle a dû inventer une excuse, une urgence familiale, une maladie, quelque chose. Elle avait honte d'inventer un autre mensonge, mais elle n'avait plus la force de se battre. Sarah a commencé à comprendre que sa vie ne lui appartenait plus. Elle avait perdu le contrôle de ses propres décisions. Raj contrôlait non seulement ses activités extérieures, mais aussi ses pensées intérieures, ses émotions, sa capacité à se faire confiance. Elle doutait de sa propre perception. Était-elle vraiment aussi égocentrique, aussi irréfléchie que Raj le laissait entendre? Était-ce vraiment mal de passer du temps avec des amis? Emma, la meilleure amie de Sarah, a remarqué le changement. Elle a vu une femme qui était en train de se perdre elle-même, qui devenait de plus en plus tendue, de plus en plus silencieuse. Fin octobre, Emma a confronté Sarah directement. Elles étaient dans l'appartement d'Emma, l'une des rares occasions où Sarah osait se rencontrer sans Raj. « Sarah, tu dois rompre avec lui, » a dit Emma. Sa voix était douce, mais ferme. « Ce n'est pas normal. Il contrôle chaque aspect de ta vie. Tu n'es plus toi-même. » Sarah savait qu'Emma avait raison. Elle le voyait elle-même. Ces derniers mois, elle avait cessé de sortir avec des amis, avait abandonné ses hobbies, son amour pour la musique, les longues promenades sur la plage, s'était éloignée de sa famille. Tout cela pour éviter la jalousie de Raj, pour prévenir les conflits. Mais à quel prix? Elle était devenue comme une ombre d'elle-même. « Je sais, » a dit Sarah, « je sais que c'est mal, mais je l'aime, je ne peux pas simplement partir. »« Si, tu peux, » a dit Emma. « Tu dois, il va te détruire si tu ne pars pas. » Par une froide nuit de début novembre, Sarah a pris une décision finale. Elle romprait avec Raj. Cette fois, elle ne céderait pas, peu importe combien il la suppliait ou la menaçait. Elle l'a appelé quand il n'était pas en visite et le lui a dit clairement et directement. « Raj, c'est fini. Je ne peux plus vivre comme ça. Ta jalousie, ton contrôle, ta méfiance constante, ça me détruit. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de temps pour moi. S'il te plaît, respecte ça. » Un long silence a suivi. Puis, « Tu ne peux pas me quitter. »« Si, je peux et je dois, » a dit Sarah. « Après tout ce que nous avons traversé ensemble, » a dit Raj, sa voix se brisant. « Je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. » Cela semblait désespéré, authentique. « Si tu me quittes, je me tuerai, je le jure. Ma vie n'aura plus de sens. » Sarah est restée ferme, mais cela lui a coûté tout ce qu'elle avait. « Je t'aime aussi, Raj, mais ce n'est pas suffisant. L'amour ne devrait pas faire mal comme ça. Ce n'est pas de l'amour. » Elle a raccroché, puis a bloqué son numéro. Elle l'a bloqué sur Facebook, Instagram, WhatsApp. Elle devait faire une coupure nette, sinon elle s'affaiblirait à nouveau. Pendant 2 jours, il y a eu le silence. Sarah a poussé un soupir de soulagement. Peut-être que Raj avait accepté. Peut-être que c'était enfin fini. Peut-être qu'elle pouvait enfin retrouver sa vie. Elle s'était trompée.